À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Les assises du Palais des Congrès terminées, l'ination tant redoutée du président Patrice Talon est depuis peu bottée en touche. Les directives du tout premier Conseil des ministres post-dialogue au sujet des 18 recommandations issues des dites assises en auront donné la preuve de l'effectivité de la profession de foi confessée. Quitte désormais des options prises. Patrice Talon de prendre par la suite langue avec les élus du peuple dans l'optique, entre autres, des mesures idoines en vue du toilettage des articles sujets à protestation au niveau du nouveau code électoral et de la nouvelle charte des partis politiques. Saluée par les uns, la démarche est vêtement décriée par d'autres. En pôle position des universitaires et nombre d'éditorialistes. Quelques-uns sont d'ailleurs passés sur ce plateau. Échange Patrice Talon en conférence des présidents de l'Assemblée nationale, de l'abus ou de la détermination simplement à aller au dégel de la crise politique. Le regard croisé, cette fois-ci, de politique avec un peu de la technicité, un savant dosage, voilà, comme on dit, pour nous aider à aller au-delà de ce qui saute à l'œil. Et déjà, sur ce plateau, pour nous accompagner, Antoine Adoukonou, acteur politique, il est membre du bloc républicain. Formation politique, faut-il encore le souligner, qui accompagne les actions du régime au pouvoir. Antoine Adoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci de répondre une fois encore à notre invitation. C'est moi. En face de lui, ça fait aussi un moment par ici, l'homme aux multiples casquettes, Dr Fidèle Sonon, consultant en management des organisations. Il est par ailleurs conseiller au cabinet du président d'honneur de l'USL. Le politique, c'est aussi son dada, comme on dit. Dr Fidèle Sonon, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à nos téléspectateurs. Et merci d'être là ce matin en nos compagnies. C'est moi qui vous remercie. Alors, le temps, ça passe si vite. Depuis le 12 octobre, fin des travaux, comptant pour le dialogue politique initié par le président béninois Patrice Talon, eh bien, les actions ne manquent pas. La dernière a fait tache d'huile, c'est la rencontre entre le chef de l'État et la conférence des présidents au niveau de l'Assemblée nationale. Là, une série aussi d'initiatives pour aider à aller au plus tôt dans ce qui aura fâché les Béninois, en l'occurrence les acteurs politiques. Mais avant d'apprécier un peu cette rencontre et puis les décisions qui en sont issues, la problématique du dialogue politique est une fois encore relancée de plus belle. Vous l'avez suivi, Antoine Adoukonou, des politiques. Désormais, c'est des scientifiques et autres qui donnent toujours de la voix. Patrice Talon aurait fait fausse route en convoquant ce dialogue politique. En tout cas, le format sous lequel cela a été fait. Je suis tenté de vous donner la parole, mais pour rester en phase avec cela, je me retourne plutôt vers Fidèle Sonon, car récemment, vous l'avez suivi aussi, l'USL, lors de sa dernière sortie, a semblé remettre en cause le format du dialogue. Je me retourne après vers vous pour que vous me dites si c'est à refaire ce que vous allez peut-être proposer. Oui, Fidèle Sonon, beaucoup se sont interrogés. Cette récente sortie de l'USL, avec votre casquette de conseiller, c'est sûr, vous avez apporté aussi votre touche. Quand on dit un format de dialogue plutôt biaisé, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Merci Joël. Je crois que, comme l'USL l'a dit et martelé, il s'agit d'un monologue. Il ne s'agit pas d'un dialogue. Il s'agit d'un monologue, et j'ajoute prescriptif. Qui l'a prescrit? C'est le président de la République. C'est un monologue parce que, comme nous l'avons démontré, lorsque vous voulez convoquer un dialogue pour résorber une crise, vous devez inviter toutes les parties prenantes. La crise est née d'où? La crise est née de l'exclusion d'un certain nombre de partis de l'opposition des élections législatives. Donc, acceptons même que ce soit un dialogue politique. Mais lorsque vous voulez organiser ce dialogue politique, vous invitez les partis qui se disent victimes. Quels sont ces partis? Il y a l'USL, il y a le PCB. Et je dirais même, parce qu'il y a certains des militants de la RB qui se sont fait positionner sur un certain nombre de partis politiques qui avaient manifesté leur intention d'aller à ces élections. Donc, on connaît les grands partis, RE, etc., qui ont manifesté leur intention d'aller à ces élections. Donc, lorsque vous n'invitez
aucun de ces partis, je précise bien, aucun de ces partis à votre dialogue, il s'agit d'un monologue. Mais mieux, sur le format, vous parliez du format. Le président de la République aurait pu, tout simplement, parce que c'est ça, les gens nous demandent, mais oui, en tant qu'opposition, quelle alternative vous préconisez? Si vous étiez à leur place, que feriez-vous? Oui, nous, on aurait organisé un vrai dialogue. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous vous souvenez que l'USL était favorable à l'idée d'un vrai dialogue. C'est ce qui a justifié notre déplacement à la présidence de la République. Parce que nous croyions que le président de la République, de bonne foi, voulait régler le problème administratif, le blocage artificiellement mis pour nous écarter. Mais au lieu de cela, on a eu droit à une séance de réflexion avec le ministère de l'Intérieur. Mais revenons au format. Pourquoi, par exemple, le président de la République ne suggérerait pas un comité paritaire d'organisation? Donc, on met en place un comité paritaire d'organisation. Cela veut dire quoi? On pourrait identifier, par exemple, ceux qui étaient identifiés comme facilitateurs, rapporteurs, etc., et un certain nombre d'autres personnes, soit de la société civile ou même des religieux, qui feront partie du comité d'organisation. Je parle bien de comité d'organisation. Et c'est ce comité d'organisation qui va maintenant développer ce que nous appelons les termes de référence de ce dialogue. Et c'est au niveau du développement des termes de référence, quand vous dites l'objet, par exemple, qui sont ceux qui vont participer? Combien de jours ça va durer? Quel est l'objectif? Voilà le contenu des termes de référence d'une telle assise. Et quels sont les résultats attendus? Voilà ce qu'on appelle termes de référence. Et là, je ne parle pas en tant que politique ici, je parle en tant que technicien. Une assise comme ça devrait avoir des termes de référence dégagés par un comité paritaire d'organisation. Et donc, lorsque ce comité d'organisation a consulté toutes les parties, donc y compris l'exécutif, y compris les partis du président de la République et les partis de l'opposition, s'entendent par exemple, même sur le facilitateur. C'est ce comité d'organisation qui devrait faire des propositions du facilitateur, qui devrait être un facilitateur neutre, consensuellement choisi. Donc, je me résume, le format gagnant, c'est un format d'un comité d'organisation paritaire qui fait le design des termes de référence de ce dialogue. Et maintenant, nous allons à un dialogue. Et c'est ces termes de référence aussi c'est ce comité, par exemple, d'organisation qui balise la question des préalables. Les préalables, par exemple, l'un des préalables, c'est de libérer, par exemple, les récépissés des partis comme USL. Parce que le récépissé est là. Il s'agit de libérer. Afin que USL, en tant que parti prenante qui a été exclue des élections, puisse participer. Ça crédibiliserait davantage le dialogue. Donc, vous voyez pourquoi je dis que c'est un monologue. Et ça, ce que je dis, ça tient des faits. Et c'est technique. En tout cas, le dialogue fait rage, même si le dialogue politique en lui-même est depuis terminé. Mesdames, Messieurs, a raison, quand on a l'occasion de rencontrer les politiques, les techniques, on se dit, il faut essayer de voir ensemble, venez tourner la page, qu'est-ce qu'on peut encore apporter de neuf pour rattraper si erreur il y a, l'erreur commise. Alors, Antoine Aloukoulou, politique que vous êtes, vous, quand vous suivez tous ces sons de cloche, et vous vous dites sans doute, il faut peut-être apporter un petit rectificatif, un complément. Mais je vous dirais alors, si c'était à refaire pour vous, ce dialogue politique, qu'auriez-vous proposé? Je vous remercie beaucoup. Et je dois dire que le dialogue qui a été convoqué a été qualifié de dialogue politique. Et le ministre de la Communication, dans sa conférence de presse, a fait bien sûr la nuance en montrant que on est en train de faire un dialogue politique et non un dialogue national. Et vous savez que même avant la crise des élections, qu'il y avait déjà d'autres crises dans le pays. Je ne vous apprends rien en disant que la question des exilés politiques
existait bien avant les élections et bien après les élections. Donc, les problèmes, la crise dont nous parlons n'est pas seulement liée aux élections. Il y a d'autres crises avant les élections et d'autres crises qui sont liées aux élections. À ma foi, le gouvernement est resté dans le schéma de la résolution des crises liées aux élections. Le gouvernement n'est pas resté dans le schéma de la résolution de toutes les crises du Bénin. Les crises liées aux élections. Votre vis-à-vis tout à l'heure semble dire que même là, quand on On vous le concède, on vous le concède. Vous me le concédez. On vous le concède. Voilà. Ça voudra dire quoi? Si c'est pour la crise liée aux élections, le gouvernement est resté dans, me semble-t-il, est resté dans la logique que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Parce que la crise liée aux élections, c'est une crise, disons, purement politique. Et qu'il faut les partis politiques pour pouvoir régler les problèmes liés aux partis politiques. Et j'ai pu comprendre que le gouvernement, le chef d'État a annoncé les couleurs depuis mai. C'est pourquoi la rencontre que le chef d'État a eue avec les partis, en son temps, il avait invité tous les partis qui étaient en difficulté d'avoir leur récépissé provisoire, puisque moi je ne parle plus de certificat. C'est une pièce caduque depuis le 17 mars. Et le gouvernement dit, le ministère de l'Intérieur va accompagner les partis politiques à avoir leur statut juridique. Et vous vous rappelez que sur ce plateau, j'avais expliqué que si le gouvernement a dit ça là, cela s'entend que le gouvernement est dans la logique que le dialogue qui va venir ne peut se faire qu'avec des partis politiques légalement enregistrés. C'est pourquoi le gouvernement a donné le top, disons le préalable, pour préparer le dialogue en disant, faisons un effort que tout le monde ait d'abord leur statut juridique pour qu'il n'y ait pas d'exclusion lors du dialogue politique. Mais observez-vous que depuis mai jusqu'à aujourd'hui, où près de 5 mois se sont écoulés, je note manifestement que après que ces partis est allé au ministère de l'Intérieur, les injonctions ou bien les conditions que le ministère de l'Intérieur a imposées à ces partis, il y en a qui estiment qu'il y avait de la surenchère, que le ministère de l'Intérieur en demandait trop. Et par rapport à ça, ils ont décidé délibérément de ne pas répondre aux injonctions du ministère de l'Intérieur. Puisque je suis sur tous les plateaux avec eux. Ce n'est pas à Sika seul. Partout, je suis avec eux. Et ils développent leurs arguments, je vois. Donc, il n'y a que... Ils n'ont pas... Il n'y a pas la volonté de respecter ce que le ministère de l'Intérieur dit. Donc, si à partir de ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? On commence par réfléchir pour dire, bon, s'il faut que tous les partis, comme M. Soron l'a dit, les partis effectivement en conflit soient là, si c'est l'hypothèse, mais que les partis en conflit, il y en a qui ne veulent pas se conformer, en tout cas exister légalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire le dialogue en acceptant tout le monde pour dire, bon, même s'ils ne sont pas là, il faut les accepter, ou bien il faut leur montrer la voie de la sagesse pour leur dire que si on veut être parti politique, il faut faire l'effort d'exister. Est-ce que c'est permis de poser une question? Non, j'en viens. Oui, juste une question. Ce n'est pas pour vous interrompre. Oui, allez-y. Puisque vous semblez connaître... C'est bien que ce n'est pas votre rôle ici, mais je vous Non, puisque vous semblez connaître, citant les injonctions du ministère de l'Intérieur, quelles étaient-elles? Oui, non, vous savez, par exemple,
Puisque vous dites que nous ne voulons pas. Non, si je dis que vous ne voulez pas, c'est une manière... Bon, en fait, moi, je ne suis pas dans l'opposition. Si j'étais dans l'opposition, j'ai mes conseils à vous donner. Parce que j'estime toujours que toute longue course commence par le premier pas. C'est pour dire quoi? Un USL avec Sébastien Adjavon s'appelle vraiment USL. Mais si le sort de la vie nous dit que il faut USL sans Sébastien Adjavon d'abord, moi j'accepte. Ça c'est moi ça. J'accepte. Votre conseil. Tout en gardant l'espoir que c'est aujourd'hui que Adjavon n'est pas dedans. Mais demain, il le sera, puisque la vie ne se termine pas aujourd'hui. Alors, je vous repose ma question, je vous repose la question pour qu'on évolue. Vous savez, c'est juste un préalable à l'émission. Oui, parce qu'il y a beaucoup de récriminations. Les gens continuent de revenir sur ce dialogue politique. Mais je vous demandais, si vous, Antoine Aloukono, au regard de ce que vous suivez, vous entendez, si c'était à refaire, qu'auriez-vous conseillé au chef de l'État, maintenir ce format ou bien revoir ce format? Ce qui est important, pour moi, la question du format devient minoritaire pour moi, d'autant plus que les résultats obtenus sont convaincants. Si nous partons des résultats obtenus... Nous allons en parler tout à l'heure. Si nous partons des résultats obtenus du dialogue, je dis que le dialogue, c'est un bon dialogue. Mais si Antoine Aloukono, on va évoluer, si vous serez tous surpris tout à l'heure... à partir d'un mauvais casting. Voilà, les résultats, vous les connaissez, mesdames, messieurs, une assise qui aura couché de 18 recommandations. On ne passera pas en revue toutes ces recommandations. Il y a eu déjà plusieurs émissions qui sont revenues sur ces sujets. On va plutôt évoluer. Mais vous comprenez, nous avons sur le plateau ce matin deux figures qui n'avaient pas pris part à ces différents plateaux organisés. Tout en restant dans la continuité, on leur permettra de revenir sur ces aspects jugés très importants, voire cruciaux, oui. Fidèle Sonon, assez d'aspects développés. S'il le fait, je vais le faire, puisqu'il est tenu à allez-y. Moi, je crois qu'il faut qu'on profite de ce plateau pour clarifier une fois pour toutes certaines questions. Parce que lorsque j'entends les gens de la rupture dire que certains partis dont l'USL ne veulent pas se conformer, ne veulent pas se plier aux injonctions, vous avez vu, il a été incapable de me dire quelles sont ces injonctions. Non, je voulais les citer. En fait, on leur a mis dans la tête que l'USL ne veut pas. Quelles sont ces injonctions? Le ministre de l'Intérieur nous demande de faire du faux. Comment ça? Le ministre de l'Intérieur nous demande de faire du faux. Et nous avons dit que nous ne ferons pas du faux. Qu'est-ce que vous appelez le faux? Voilà. On vous dit d'aller et d'apporter des documents de création d'un nouveau parti, même sans faire un congrès. Nous disons, nous n'allons pas le faire. Et les raisons, vous avez cité une seule, vous avez semblé toucher à une seule injonction. Enlever le président Sébastien Adjavon comme président d'honneur. Non, mais attention. Mais je comprends que vous n'êtes pas au parfum de toutes les injonctions. Il y en a principalement deux. La première injonction, c'est qu'on nous oblige à créer un parti qui existait. Or, la mise en conformité, nous le répétons, ne veut pas dire que les partis doivent se créer à nouveau. Parce que nous avions évoqué l'article 16 de la charte des partis pour dire que c'est une disposition mal libellée. Et vous l'avez reconnu, c'est pour ça que vous avez voulu faire votre dialogue autour du toilettage de ces éléments. L'article 16, ne devrait jamais concerner les partis qui existaient. L'article 16 devrait avoir un autre alinéa qui dit que les partis qui existaient devraient justifier simplement de l'existence de 15 membres par commune et non membres fondateurs parce que ces partis existaient. Donc, en définitive, la création à nouveau de l'USL n'est pas la bonne compréhension qu'on devrait avoir et c'est l'une des dispositions chrysogènes. Donc, en définitive,
lorsqu'on vous demande de créer USL à nouveau, le piège, je vais vous expliquer, et vous le savez bien, puisque c'est vous qui l'avez posé. Le piège, c'est qu'on vous oblige à ne plus rien revendiquer des élections desquelles on vous a exclu. Puisque vous êtes né après les élections. Comment est-ce que vous êtes né après avril 2019 et vous revendiquez d'être exclu d'une élection qui s'est passée en avril 2019? C'est ça la question juridique, l'antériorité, l'existence de l'USL après les élections nous enlève tout droit de revendiquer, par exemple, la reprise des élections. Et nous n'allons pas tomber dans ce piège parce que nous existions et c'est la mauvaise loi qui a permis au ministre de l'Intérieur d'interpréter justement l'article 16 en disant vous auriez dû, c'est écrit noir sur blanc par le ministre de l'Intérieur, vous auriez dû vous créer à nouveau. Le deuxième aspect, l'aspect du président d'honneur, ce n'est pas qu'une question liée au président d'honneur, c'est une question liée à la liberté, aux droits de l'homme. Et n'attendez pas que ça vous arrive. Lorsque quelqu'un n'est pas condamné de façon définitive, vous ne pouvez pas lui opposer sa condamnation. Il a été blanchi par le tribunal de première instance au Bénin. Il a été blanchi totalement à la Cour africaine des droits de l'homme, qui est une juridiction béninoise et qui est supra d'ailleurs. Et donc, si nous voulons être légalistes, comme vous aimez le dire, la loi, respectons la loi, vous devez être les premiers à dire qu'on ne devrait pas opposer à l'USL cette question. Parce que si nous reconnaissons cela et que nous enlevions Sébastien Aljavon comme président d'honneur, vous savez les implications? Aujourd'hui, le Bénin a eu ses premiers exilés politiques. Vous savez les implications? Ça veut dire que le parti pour lequel le monsieur dit être le président d'honneur ne le reconnaît même pas comme président d'honneur et vous dites qu'il est exilé politique. Mais ce sont des éléments qui étaient versés au dossier. Et c'est sur la base de ça que la France, une république sérieuse quand même, j'espère, lui a donné ce statut. Et vous voulez, vous-même, c'est un déni. Mais ce n'est pas que le président Sébastien Aljavon, mais c'est tous les autres aujourd'hui qui sont en train de demander le statut de réfugié politique. Alors là, vous allez compromettre, puisque vous-même, vous commencez par vous dénier ce droit que vous avez. Donc, en fait, ce n'est pas une question de Sébastien Aljavon, c'est une question de démocratie, c'est une question de défense de la démocratie. Et donc, nous sommes dans notre bon droit de ne pas nous plier aux injonctions. Parce que, si nous prenons l'exemple de la nouvelle version FCBE, rien ne leur donne un fondement de remettre en cause, de discuter même de la question de la reprise des élections, ou même des élections. C'est la preuve, c'est pour ça que vous dites, non, laissons, c'est fini, on regarde devant, c'est passé. C'est pour nous amener dans la logique que les élections sont terminées. Alors que pour nous, les élections ne sont pas terminées. Vous voyez un peu? Après ces mises au point, on va peut-être évoluer. Je vous permets une réaction rapidement, et on va avancer. Parce qu'il a eu ne vous en faites pas, j'ai compté le temps, comme vous l'avez eu aussi tout à l'heure. Allez-y, Antoine. Cette question, je suis dans mon marigot, parce que c'est des questions vraiment... Vous savez, au fait, cette compréhension, la compréhension de la mise en conformité a vraiment posé problème. Et continue vraisemblablement de poser problème. Et la mise en conformité n'est pas égale à la création. Parce que, comme vous l'avez dit, pour être la création des partis politiques conformément à la nouvelle charte est inscrit au titre 2 de la charte et précisément au niveau de l'article 16 qui dit qu'il faut avoir 15 membres fondateurs au moins par commune. Mais la mise en conformité est inscrite dans l'article 56 de la charte dans les dispositions transitoires. Et donc, celui qui fait la mise en conformité, d'ailleurs, celui qui... Puisque les partis qui font la mise en conformité... Vous avez visiblement des difficultés. Non, pas aucune difficulté. La loi, elle est mauvaise. Non, je ne vous arrête pas. Je ne vous interromps. Quels sont les partis qui font la mise en conformité?
C'est les partis qui existaient. L'article 56 est clair. Les partis dûment enregistrés, les partis qui existaient, c'est eux qui font la mise en conformité. Mais ils existaient sous le régime juridique de 10 membres au moins par département. Et la mise en conformité consiste à quitter 10 membres au moins par département pour en venir à 15 membres au moins par commune. C'est bien cela. Qu'est-ce qu'il y a, la difficulté va venir d'où? Celui qui crée son parti, il vient avec 15 membres, nouveaux membres fondateurs. C'est-à-dire que son ensemble de départ, c'est 0. L'ensemble d'arrivée, c'est 15 membres au moins. Et l'ancien. Mais celui qui fait la mise en conformité, dans certaines communes, puisqu'il s'agissait du département, je prends une commune où il n'avait aucun membre fondateur, puisqu'il s'agissait du département. Quand il arrive dans cette commune, il va arriver avec 15 membres fondateurs qui sont des membres nouveaux. Parce fondateur, vous répétez ça? Vous répétez membre fondateur pour un parti qui existait? Oui, puisque... Ah, non, mais là... Oui, parce qu'on a dit... Mais là, c'est vous qui embrouillez les gens. Non, mais non, c'est pas lorsqu'un parti existe, non, il ne peut plus avoir de membres fondateurs. Non, vous voyez? Non, c'est pourquoi je vous dis que la mise en conformité suppose que vous... C'est-à-dire au terme de la mise en conformité, tout le monde doit avoir 15 membres au moins fondateurs par commune. Puisque la loi dit que pour être parti politique, conformément à cette charte, il faut avoir au moins 15 membres fondateurs par commune. Donc si on permet que ceux qui sont déjà créés, par exemple s'ils avaient 10 membres par département, qu'ils vont rajouter seulement des gens qui ne sont pas des membres fondateurs, on en arrivera finalement à des partis politiques qui vont exister sous ce régime-là, mais qui n'auront pas 15 membres pas fondateurs. Ce serait une contradiction. Donc vous acceptez avec le ministre de l'Intérieur qu'on aurait dû créer USL à nouveau? J'en viens. Je vous explique d'abord ce que c'est que la mise en conformité. Parce que c'est ça qui a fait votre difficulté. Non, mais c'est vous qui avez fait la loi. Expliquez-nous. C'est ça qui fait votre difficulté. C'est ça que je vous dis. La mise en conformité suppose que, après le délai de 6 mois qui est donné, les partis qui existent au Bénin doivent avoir tous comme membre fondateur au moins 15 par commune. Que ce soit ancien parti. Nous l'avons eu, pas membre fondateur. On a eu 15 membres, on a justifié. Non, c'est pas 15 membres. C'est 15 membres fondateurs. Il faut compléter fondateur. Puisque vous avez cité la répondez à la question. Ça veut dire que vous êtes d'accord qu'il faut aller en assemblée pour créer un nouveau... Non, si vous êtes dans le délai du 17 septembre au 16 mars, vous n'avez pas besoin d'assemblée générale. Il suffit, puisque vous avez dit que vous voulez conformer. Donc vous devez aller l'expliquer au ministre de l'Intérieur, parce que le ministre de l'Intérieur n'a pas la même compréhension que vous. Non, il a la même compréhension. Non, mais puisqu'il nous a écrit pour dire qu'il aurait fallu dissoudre et vous réclamer. Le texte existe. Oui, si... Vous voulez que je vous en donne copie après? Non, à partir de... Ça dépend. Vous avez ensemble créé cette loi, mais vous n'en avez pas la même compréhension. C'est ça. Mais après le 16 mars, vous êtes obligé de vous créer. À partir du 16 mars, moi j'ai toujours dit que USL n'existe plus, PCB, tous les partis qui existaient, qui n'ont pas pu avoir leur certificat de conformité, n'existent plus. Non, ça aussi c'est une mauvaise compréhension. Non, parce que c'est un dossier en cours, puisque nous avions déposé nos dossiers bien avant. Voilà, il y a eu la conclusion. Est-ce qu'on est d'accord? Non. Nous avons déposé et ce n'est pas... Si on ne nous a pas délivré le papier, ce n'est pas de notre fait. Non. Ça, c'est une école d'interprétation. Moi, je n'en fais pas partie. Il y a ceux qui pensent qu'on ne peut pas vous opposer le délai de 6 mois parce que pendant le délai que vous avez commencé et que c'est parce que le ministère de l'Intérieur n'aurait pas délivré le certificat que vous ne l'aurez pas eu. Il y a des gens qui font cette interprétation. Oui. Je n'en fais pas partie parce que si j'accepte cela, les 6 mois sont extensibles à 1 année. Non. Mais c'est ça. Non. Ou ceux qui n'avaient pas déposé, ils doivent se créer. Si on reste dans cette interprétation-là, là où vous êtes, là, ça veut dire que vous avez raison. On doit vous donner le certificat. Mais justement, c'est ça. Le certificat court toujours. Si on reste dans cette interprétation. Absolument. Mais les 6 mois... C'est l'interprétation qu'il fallait avoir. Même juridique, je ne dis pas politique. Non, les 6 mois auront servi à quoi? Le mot 6 mois, là. Si on accepte que quand vous démarrez, vous pouvez finir dans 10 ans. L'exemple que j'aime donner, M. Loukonou, lorsque vous êtes entré à la Sénat avant minuit,
vous restez jusqu'au lendemain. Et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes restés jusqu'au lendemain pour déposer notre dossier. La plupart des partis. Non, ça, quand vous n'êtes pas rentré avant minuit... Comparaison n'est pas... Non, ça a bien raison. Parce que le droit, c'est aussi une question de bon sens. Le droit, c'est une question de bon sens. Et quand on veut interpréter les articles... Monsieur Sodon, et écoutez ce que je vous dis, parce que... Nous n'allons certainement pas nous enliser ça va vous aider, dans cette interprétation. Merci, chers invités. Antoine Konou, fidèle Sono, Antoine Konou, fidèle Sono. Merci à vous. Merci. Chers invités, merci à vous. Chers téléspectateurs, vous permettez, ça a été, comme on le dit parfois dans le jargon, une discrétion heureuse parce que ça continue d'être le point d'achoppement au niveau de non-formation politique. Vous n'avez pas la parole. À défaut, à raison, je vous ai laissé la parole, même pour faire l'arbitrage, ce qui n'est pas de vos prérogatives. Chers invités, ici, c'est moi qui pose les questions. Exceptionnellement, je vous ai permis de vous lancer les balles comme vous l'avez fait, mais on va poursuivre parce que le thème de l'émission est bien clair. Depuis ce jour, depuis la fin de ces assises, il y a eu bien dates qui ont été posées. Récemment, le chef de l'État, après avoir promis faire en sorte que tout ce qui relève de ses prérogatives puisse être fait afin que les recommandations issues des dites assises puissent être prises en compte, le chef de l'État a donc tenu une rencontre avec la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Et vous l'avez suivi. Vous avez entamé très rapidement cette étape tout à l'heure parlant des bons fruits des assises des 10, 11 et 12. De cette rencontre, un autre tollé, une autre polémique. La démarche pour certains pose véritablement problème. Le chef de l'État qui serait encore dans notre abus, dans un autre type d'abus. L'homme qui serait en train de s'arroger encore des prérogatives qui ne lui reviennent pas de droit. Mais alors, on se demande, en plein temps de crise, est-ce que certains pas ne sont pas permis? C'est la question que certains se posent. Mais je vous donne d'abord la parole pour votre analyse propre. Non, je crois que nous sommes en démocratie, chacun est libre de faire ses interprétations. Moi, je ne voudrais pas dire que ceux qui le disent ont raison ou n'ont pas raison. Mais moi, je donne ma version des faits telle que je comprends. Premièrement, je note que le principe de la séparation des pouvoirs n'est pas un principe d'antagonisme des pouvoirs. Ça, cette compréhension, tout le monde doit l'avoir. Parce que quand on dit que l'Assemblée nationale est un contre-pouvoir de l'exécutif, cela ne signifie pas que l'Assemblée nationale a tourné dos au gouvernement, non. Il n'existe pas plusieurs pouvoirs. Il existe un seul pouvoir assis sur plusieurs fonctions. Le seul pouvoir, c'est lequel? Le seul pouvoir, c'est le peuple souverain. Mais cette souveraineté, on l'a décrit en fonction parce que, comme Montesquieu, les pères fondateurs même du principe, l'ont dit, si vous avez le pouvoir, s'il n'existe pas un autre pouvoir pour vous arrêter, vous pouvez en abuser. C'est pourquoi on ne veut pas que la même personne fasse les lois, les exécute et rend la justice. On a essayé d'organiser le pouvoir. Mais c'est le seul pouvoir. C'est le même pouvoir. Donc c'est pour dire quoi? Que en fait, entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, il doit y avoir des rapports. Et c'est à dessein que dans notre Constitution, à partir de l'article 105, c'est-à-dire qu'on a consacré une grande partie de la Constitution entre les rapports entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Donc, ce n'est pas que c'est pas un fait écœurant que le gouvernement et l'Assemblée nationale, sur des sujets donnés, s'entendent. D'ailleurs, ça fonctionne comme ça. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? C'est que malgré cela, l'Assemblée nationale demeure une institution, l'exécutif demeure une institution. Et en fait, tels que les rapports doivent aller, on a essayé de les décrire du point de vue constitutionnel, prolongé par le règlement intérieur de l'Assemblée. Vous n'avez pas répondu à la question. C'est ta question que je réponds. Le procès fait c'est pour dire quoi? C'est pour dans sa démarche. Voilà. C'est quoi le regard du politique? C'est pour dire quoi? Ceux qui critiquent, je peux les comprendre parce que ils sont en train de chercher
je peux les comprendre parce qu'ils sont en train de chercher entre les lignes, là où c'est écrit. Ok. Voilà. Merci. Non, oui, allez-y. Non, le temps. Là où c'est écrit. Vous serez surpris tout à l'heure, on va conclure. Mais, en fait, c'est le résultat recherché qui compte dans cette collaboration-là. Pour moi, là, qui compte. Ok. Oui, Fidèle. C'est le résultat recherché. Écoutez, vous-même, vous constatez que nous ne sommes plus en démocratie. Parce que quelles sont les caractéristiques d'une démocratie? C'est la séparation des trois grands pouvoirs. Et aujourd'hui, les trois grands pouvoirs sont confondus. Et c'est très clair. Vous voyez comment on a organisé le dialogue. C'est le président de la République qui a prescrit. C'est lui qui a nommé le facilitateur, le rapporteur, etc. C'est lui qui a designé le contenu du dialogue. Et c'est lui, naturellement, qui appelle, qui convoque. On a beau dire que ce n'est pas une convocation, qui convoque la conférence des présidents. C'est extrêmement grave. Aujourd'hui, et c'est pourquoi nous disons que c'est de la défense de la démocratie qu'il s'agit. Ce n'est pas une question d'opposition. Et Joël, si vous me permettez, moi, je voudrais profiter pour dire ceci. La question de fond qu'on devrait aborder, c'est de constater tout simplement l'échec de la réforme du système partisan. L'échec de la réforme du système partisan, pourquoi? Pas du tout. Parce que lorsque vous passez au crible de ce qu'on appelle une réforme réussie, la réforme du système partisan, cette réforme a 0 sur les 3 grands points d'évaluation. Le premier point, c'est la pertinence. Premier point, c'est la pertinence. Oui. La réforme du système partisan répond à quel besoin des Béninois? Oui, les gens répondent souvent que on a trop de partis. Donc, ça répond au besoin de réduire le nombre de partis. Mais c'est une erreur grave. Quel est ce besoin-là? Encore que, c'est faux. Il n'y a pas 200 partis, plus de 200 partis. Parce qu'en définitive, lorsque vous vous basez sur de fausses statistiques pour faire un diagnostic, naturellement, le diagnostic sera faux. Les partis Moi, je ne dis pas qui que existent, les partis qui existent véritablement, qui existaient véritablement dans ce pays, vous n'en compterez pas plus de 20. Si on appliquait l'ancien code correctement, il y a des personnes qui ont créé des partis qui sont décédés, les membres émargent déjà dans d'autres partis depuis des années, mais puisqu'on ne les a pas dissous, le ministère de l'Intérieur continue de les compter. Voilà les 200 partis dont on nous parle. Donc, nous n'avions pas un problème de nombre de partis politiques au Bénin. Donc, ça pose, sur la question, le premier élément de la pertinence, c'est 0. Je donne 0. Le deuxième élément, c'est l'élément opportunité. Si vous réussissez à me convaincre que c'est pertinent, le deuxième élément, c'est l'opportunité. Lorsque vous prenez le pouvoir, vous faites le diagnostic des problèmes dont le Bénin souffre. Et vous faites ce qu'on appelle la hiérarchisation des besoins. Donc, si on me convainc que c'est pertinent, que c'est un besoin, est-ce que nous avons besoin de satisfaire, je me répète, à ce besoin maintenant est la question. Est-ce que vous avez fini de régler les problèmes d'assainissement à Cotonou? Est-ce que vous avez fini de régler les problèmes économiques? Est-ce que vous avez fini de régler les problèmes de l'énergie? Vous laissez tous ces problèmes et vous vous attaquez en priorité à une réforme chrysogène. Donc, sur le plan de l'opportunité, je donne 0. D'accord. Lorsqu'on vient, troisième élément, c'est la mise en œuvre, l'application. Vous voyez tout ce que ça crée. Ceux même qui ont créé la loi ont des difficultés à l'interpréter. Et donc, sur le plan de l'application, c'est 0 également, parce que c'est très mal piloté, c'est extrêmement mal piloté, et c'est pour ça que justement, ça a entraîné toutes les morts, tous les problèmes que nous sommes en train de gérer aujourd'hui. Donc, je me résume. Premier critère, 0, parce que ce n'est pas pertinent, ça ne répond à aucun besoin. Aucun besoin. Parce que je défie monsieur Adou Konou de me démontrer, de me dire un seul problème de développement que la multiplicité des partis nous empêche. La surprise vous attend. On me dit que vous n'avez que 5 minutes. Hein. Non, je m'en arrête là parce que le temps... Oui, allez-y. Oh non, c'est le temps ici. Je vous l'avais averti et vous le savez déjà. Donc ne faites pas semblant de ne pas le savoir.
Je suis très content d'avoir un interlocuteur comme M. Sono. Parce que, oui, c'est ça. Ça dit qu'il raisonne bien. Okay. Il raisonne bien. C'est très important. Ok. Donc, pour suivre la question des pertinents, vous corrigez dans les 5 minutes pour dire qu'il raisonne bien. C'est-à-dire que tu vas créer un autre plateau. Parce que les problèmes qu'il pose, il faut du temps. Pour qu'il puisse... Promis, je vais créer un autre plateau. Allons-y rapidement. Les problèmes qu'il pose là... Je serais très heureux de... c'est des problèmes qui sont vraiment... Parce que ce n'est pas des choses qui sont claires comme ça. Il faut avoir pratiqué plusieurs fois, plusieurs années, les partis politiques pour comprendre... Moi, j'ai fait 17 ans la relation du Béret. Et cette pratique m'a permis de comprendre des choses que quelqu'un qui est extérieur parti politique ne peut pas comprendre. C'est vrai, il a posé par rapport à la pertinence. Bon, l'argument vulgaire qui est avancé, je parle de vulgaire parce que quelque part je le rejoins. Parce que lorsqu'on parle du nombre de partis politiques, dans l'ancienne charte comme celle-là, l'article 7 de l'ancienne charte avait donné le pouvoir au ministère de l'Intérieur que lorsque des partis politiques ne participent pas successivement 2 fois aux élections législatives, que le parti devait être dissous. Évidemment, si le ministère de l'Intérieur, comme il a dit, avait bien fait son travail, certainement que on pourrait peut-être rester dans les mailles de 20 ou 30 partis dont il a parlé. Là, je le lui concède. Et c'est une faute du ministère de l'Intérieur. Mais cette faute a conduit inévitablement à une floraison de partis politiques parce que finalement on découvre que les gens créent les partis dans les arrondissements, dans les communes, dans les maisons, et finalement ces partis politiques ne jouent pas le rôle qui est le leur, mais chaque fois qu'il y a les élections, ils sont prêts à brouiller les cartes. Pourquoi nous disons que c'est pertinent la réforme? Quand vous prenez un parti politique, c'est un certain nombre de fonctions. Et l'une des fonctions, puisque le temps avance, l'une des fonctions principales d'un parti politique, c'est la fonction de représentation. C'est-à-dire que c'est le parti politique qui fournit le personnel politique, voire administratif. Aujourd'hui, vous savez que les gros cadres qui sont nommés dans les grands postes ministériels, ce sont les partis politiques qui mettent leur caution. Et donc, puisqu'il est sur en management, on nous a appris, je me rappelle très bien quand j'étais en formation en DSS à la FASEG, que la qualité des ressources humaines, voici ce qu'on va faire. Antoine Aloukonou, sur la qualité du travail. Voici ce que je fais. C'est ce que je fais, très humblement. Le temps est complètement parti. Chers téléspectateurs, je comprends combien grande est votre déception. Je propose juste ceci. Je conclue cette émission et je maintiens mes invités pour un autre plateau tout de suite et maintenant. On prend date pour suivre en deuxième temps le passage de cette émission. Alors, chers réalisateurs, merci pour la complicité. Fidèle Sono, merci également. Beaucoup de déception. Je le pressentais revenir. Il y a tellement d'aspects à développer. Malheureusement, ainsi va la réalité des studios. 100% Bénin pour ce numéro du jour. C'est malheureusement ainsi qu'elle va s'achever. Mais retrouver nos 2 invités, juste, disons, dans 2 jours, on va se revoir pour ensuite essayer ensemble d'approfondir l'émission que nous avons ensemble commencé. Fidèle Sono, merci pour la compréhension. Antoine Aloukonou, je vous remercie. Merci aussi pour la compréhension. Merci. Chers téléspectateurs, toutes nos déceptions, il faut un peu de tout pour faire un monde et considérer que ce plateau est ce tout qui parfois aura manqué. Merci pour l'attention et la compréhension. À très bientôt et retrouvez-nous toujours avec le même entrain. Au revoir.